Je vais d'abord commencer par vous parler de l'origine de ce leurre. Il faut que je sois très précis sur le contexte dans lequel il a pris naissance. Donc il a pris naissance en 1917, pendant la Première Guerre mondiale. Il faut un petit peu remettre dans le contexte. En 1917, Paris va commencer à subir une vague de bombardements très intense. Alors c'est des choses qu'on ignore, qu'on méconnaît aujourd'hui, parce que la mémoire collective les a oubliés, parce qu'on a surtout... Alors ces choses-là aussi sont filtrées en quelque sorte par la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale fait écran, les grands bombardements de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit ceux de Dresde, ceux de Londres, ceux de Coventry, font écran, et en quelque sorte, dans la mémoire collective, le bombardement de Paris, c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier. Alors, le bombardement de Paris, bien sûr, il n'a pas la même ampleur catastrophique que les bombardements de masse qui ont commencé à se mettre en place dans les années 40. Cela dit, la violence qu'il inaugure est quand même assez importante, puisque l'intensification de ces bombardements va se faire à partir de l'année 1915, de l'année 1916, et ces bombardements vont occasionner beaucoup de victimes. C'est des choses qu'on sait peu. Alors, vous avez vu, j'ai mis donc sur l'écran, donc je ne suis pas historien, je précise d'abord. Donc je cite mes sources, cela dit, donc j'ai découvert tout ça dans un livre de Maurice Thierry qui a été publié en 1921, qui s'appelle Paris bombardé par Zeppelin, Gotha et Bertha. Alors, tout d'abord, le tout premier bombardement de Paris date du 30 août 1914. On est dans quelque chose de purement amateur. C'est un aviateur allemand qui prend cette initiative. Il décide de survoler Paris, de jeter des tracts et de jeter 3 bombes qui ne font absolument aucune victime. Ça a un petit impact psychologique sur les Parisiens, mais modéré, à tel point que les bombardements de Paris, le survol plutôt de Paris par des monoplans allemands, va devenir une attraction. En 1914, on loue des chaises sur la butte Montmartre, sur les buttes Chaumont, des longues vues pour voir les appareils allemands, et c'est devenu une sorte d'attraction touristique. Bon. Il faut bien comprendre que les progrès de l'aviation pendant la Première Guerre mondiale vont être monumentaux. En 1914, on est dans quelque chose qui relève de l'amateurisme. Dès 1915-1916, on est dans une autre échelle, on est dans une autre dimension. Alors, la première vague de bombardement que va connaître Paris, d'abord, elle va se faire avec ce qu'on appelle des zeppelins. Donc vous avez tous en tête, vous savez ce que c'est que des zeppelins. Donc ce sont des grosses saucisses gonflées à l'hydrogène, comme ça, avec des petites hélices, peu maniables, très fragiles, très vulnérables, vous en doutez, comme c'est bourré d'hélium. Il suffit d'une rafale de mitrailleuse pour que tout s'embrase, tout s'enflamme. Et les premiers bombardements donc, de Paris vont se faire aux zeppelins dès l'année 1915, dès mars 1915. Ils vont occasionner beaucoup de dégâts. Il y a un raid en mars 1915 qui va faire à peu près 80 morts. Il y a une bombe qui va tomber sur la station Bolivar, la station de métro Bolivar. La voûte de la station Bolivar va s'effondrer et ça va occasionner beaucoup de victimes. Cela dit, l'armée française donc, met en place des systèmes de défense très perfectionnés, des systèmes d'écoute, des systèmes de DCA. Des escadrilles commencent à se mettre en place et la contre-attaque va venir très vite et très rapidement les zeppelins vont prouver leur inefficacité et les Allemands vont songer à une autre solution. Donc la deuxième solution, vous la connaissez toutes, c'est la grosse Bertha. Donc Bertha Krupp, du nom donc, de la femme de l'industriel allemand. Donc c'est un immense canon qui va être situé du côté de la forêt de Saint-Gobain, là, dans l'Aisne, à une centaine de kilomètres de Paris, et qui peut projeter des obus donc sur Paris, et donc des obus à 100 km de distance. Alors ça aussi, ça crée un impact psychologique important sur la population parisienne. Donc Paris est vraiment, vraiment menacé. Il y a régulièrement des obus qui tombent sur Paris, qui font des morts. Et la grosse Bertha, c'est ce qui va faire le plus de victimes. Ça fera plus de victimes que les zeppelins ou que les avions. Donc il doit y avoir à peu près un petit millier de morts, à peu près, qui vont être occasionnés. Donc c'est quand même considérable pour l'époque. Et les Allemands, donc à partir de 1917, vont mettre au point un bombardier qui s'appelle le Gotha. Alors le Gotha, donc c'est un bombardier qui à peu près doit avoir dans les 800-900 km de rayon d'action, donc c'est considérable pour l'époque.
Ça se fait de manière un peu artisanale. La photo donc, que vous avez à droite sur l'écran, c'est un bombardier, au sens, donc la personne, ça désigne un bombardier. Donc on jette les bombes par-dessus l'avion, donc on n'a pas du tout un système de largage de bombes sophistiqué comme on pourra l'avoir après. Donc vous voyez, ça se fait au jugé, hein, donc le pilote largue ses bombes sur ce qu'il voit. Hein. Donc c'est approximatif, ça demeure artisanal, mais les raids de Gotha sur Paris deviennent de plus en plus menaçants et de plus en plus nombreux, donc régulièrement. Hein. Donc ça, c'est des choses qu'on a oubliées. Il y a des raids nocturnes qui se font sur Paris, il y a des sirènes, donc les populations sont obligées de se mettre dans les caves, de se réfugier dans des abris. Ceux qui ont lu La Recherche du temps perdu de Marcel Proust, à la fin de La Recherche du temps perdu, il y a à un moment donné, le narrateur se trouve coincé pendant une alerte aérienne, pendant un bombardement de la ville de Paris, hein, et les bombes tombent sur Paris, il est obligé de se réfugier. Enfin bon, donc c'est un des épisodes de la recherche assez marquant. Hein. C'est des choses qu'on a oubliées, hein, le fait que Paris soit bombardé. Bon. Et ça commence à prendre une certaine ampleur, et ça inquiète l'état-major français, parce que non seulement le patrimoine est touché, mais aussi la population civile est touchée. Il y a une bombe qui tombe sur l'église Saint-Gervais, donc il y a tout le toit de l'église Saint-Gervais qui est détruit. Et effectivement, je pense en plus qu'il y avait un office à ce moment-là, et donc il y a eu beaucoup de morts. Donc voilà, alors il faut aussi préciser que ces bombardements se font la nuit. Donc les bombardements sont des bombardements nocturnes. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 1917, le système de défense de Paris est très sophistiqué, beaucoup plus sophistiqué que celui de villes comme Londres, par exemple. À Londres, il y a eu des bombardements qui ont occasionné des dégâts terribles. Paris était quand même mieux défendu. Donc les bombardements sont exclusivement nocturnes. Voilà, donc là, ça, c'est pour vous situer un peu le contexte, la toile de fond, de toute cette histoire. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Je suis désolé, ça n'est peut-être pas très agréable visuellement. Et comment dirais-je, l'état-major français décide donc de créer un faux Paris. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, je vous ai mis sur la gauche, vous avez donc un morceau, j'ai pas pu mettre toute la page entière, du Figaro, donc le journal Le Figaro. Sur la colonne de gauche, vous voyez, c'est écrit les Gotha sur Paris, le ralliement. Tout en bas, donc vous avez le nombre de victimes, 90 morts, une petite centaine de blessés. Donc ça, c'est le quotidien des Parisiens pendant la Première Guerre mondiale, enfin à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1917-1918. Régulièrement, alors pas toutes les nuits, mais 2 à 3 fois par semaine, il y a des bombardiers qui survolent Paris, qui bombardent Paris. C'est une réalité, ça fait des morts, c'est quelque chose d'assez éprouvant pour la population parisienne. Il y a un impact psychologique, vous en doutez. On est dans une autre ère, une ère de terrorisation des populations civiles, et il faut, face à cette menace, il faut trouver une réponse. Alors, l'état-major français décide de construire un faux Paris, pour épargner la population civile. Alors, un faux Paris, il faut se comprendre, on ne décide pas de reconstruire la capitale, vous imaginez le travail que ça demanderait, de reconstruire la capitale à une échelle 1-1, non, c'est pas ce qu'on décide. On sait que les bombardements sont exclusivement nocturnes, donc on décide de construire un faux Paris lumineux. Qu'est-ce qu'on entend par un faux Paris lumineux ? Qu'est-ce que voit un pilote en 1917 lorsqu'il survole un territoire la nuit ? Il ne voit pas grand-chose. Alors, vous doutez bien, le radar n'existe pas. Le radar sera créé en 1940 par les Anglais. Bon, il n'a pas de satellite, il n'a pas de GPS, il n'a pas de smartphone, rien du tout. Tout cela n'existe. Bon. Donc, il se repère à ce qu'il peut voir sur le sol. Alors, quand il y a une nuit de pleine lune, il se repère aux fleuves, aux rivières, aux lacs, aux étangs. Là, ce sont des points de repère assez nets, puisqu'ils sont reflétés par la lune. Il se repère aussi à l'éclairage urbain, qui n'a absolument rien à voir avec celui qu'on connaît aujourd'hui, mais il peut se repérer aussi grâce aux foyers incandescents des locomotives, donc des trains qui circulent dans la nuit. Donc ce sont ces points de repère, ils sont très ténus, ils sont très marginaux, ils sont très minces, ils sont très discrets. Donc, on imagine un faux Paris lumineux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un faux Paris lumineux ? Donc, on imagine qu'on va créer en quelque sorte une ville lumière pour leurrer l'ennemi. Une ville lumière pour leurrer l'ennemi.
Donc voilà ce que ça pourrait donner. Donc ça, on est pile poil sur Herblay en l'occurrence. Donc c'est un ami qui a simulé le simulacre en quelque sorte, si vous voulez. Il a simulé la simulation du faux Paris. Donc vous reconnaissez quelques points névralgiques de la capitale. Donc vous reconnaissez le point de l'Étoile, le carrousel du Louvre, etc. Alors pourquoi je mets cette image de synthèse là? Justement parce que on va avoir l'occasion de reparler d'Herblay tout à l'heure. Et donc si j'avance un petit peu, donc vous regardez le plan de droite, donc l'état-major, alors c'est à la demande expresse de Clémenceau, décide de trouver 3 zones pour créer le faux Paris. On fait appel à un personnage qui s'appelle Fernand Jacopozzi. Jacopozzi, donc c'est un ingénieur, un électricien, un ingénieur en électricité, qui est d'origine italienne, qui est d'origine florentine, qui est un grand spécialiste de l'électricité. On fait appel à lui, donc c'est Clémenceau et le ministère de la Défense, et on fait appel à lui pour créer donc un faux Paris lumineux, et on décide de circonscrire 3 zones. Donc vous avez donc la capitale, le vrai Paris, au centre. Donc, et si on monte donc en banlieue, donc au nord-est, donc vous avez donc, on va appeler cette zone-là la zone A'. Donc on est en plein dans ce qu'on appelle la plaine de France. Donc vous avez Tremblay-les-Gonesse, Louvre, etc., Villepinte. On est dans la région aujourd'hui où se trouve l'aéroport Charles de Gaulle. Dans cette zone, on décide de construire une fausse gare de l'Est. Si vous décalez, si vous translatez donc de la droite vers la gauche, donc vers l'est, donc au nord-est de Paris, donc la zone où nous sommes actuellement, dans la forêt de Saint-Germain, si vous regardez la forêt de Saint-Germain-en-Laye, il y a un méandre de la Seine, et si vous pourrez regarder chez vous après, de manière plus précise, et ce méandre, cette boucle de la Seine, est quasiment la même que celle qu'on retrouve dans le vrai Paris. C'est quasiment le même. Et là, c'est très sérieux. Jacopozzi fait un plan beaucoup plus détaillé. Et là, on décide de construire un faux carrousel du Louvre, une fausse tour Eiffel, une gare d'Orsay, une gare Montparnasse, etc. Et là, on décide de voir les choses vraiment en grand. Et enfin, vous avez une 3e zone qui est donc dans le sud-est de Paris, qui est du côté de Chelles. Et là, on avait l'intention, on projetait de construire un faux complexe industriel avec des fausses usines à hauts fourneaux qui auraient pu tourner encore... puisque donc les usines tournaient la nuit pendant la guerre pour construire les armes. Donc là, c'était plutôt une zone industrielle. Donc 3 zones, donc A', B', C'. Donc on est en 1917, et on donne les pleins pouvoirs donc, à cet ingénieur, donc Jacopozzi, pour construire ce faux Paris. Il commence par construire la première zone qui se trouve donc en A', qui est donc la zone du côté entre Tremblay-les-Gonesse et Garches-les-Gonesse, en fait, pour être très précis. Alors, je vais avancer un petit peu. Alors, nous y sommes, voilà. On voit bien, ça va? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a en tête, ce Jacopozzi? Il se dit, on va prendre, donc voilà, vous avez des faux quais, on va prendre des chevaux, et puis on va créer un faux quai de gare, un quai de gare, et les chevaux vont tirer une sorte d'attirail avec des lumières pour donner l'illusion d'un train en marche. Donc voilà, en pleine nuit. Donner l'illusion d'un train en marche. Alors, ça nous paraît complètement absurde aujourd'hui, délirant, mais c'est pas si absurde que ça. Je vous ai dit, quand on survole Paris la nuit en 1917, on ne voit rien. L'idée, donc, c'était que l'aviateur, très souvent, il larguait ses bombes au jugé, donc c'était souvent approximatif. Et l'idée, c'était peut-être d'introduire aussi le doute dans l'esprit du pilote. Est-ce que j'ai bombardé le vrai Paris ou autre chose? L'idée aussi, c'était effectivement de tromper l'ennemi. Donc on est vraiment dans un dispositif classique qui est celui du leurre. Donc c'est un leurre de guerre tel qu'on le retrouve dans l'histoire depuis, alors là si on veut remonter en amont, depuis les Grecs et notamment la guerre de Troie avec le cheval de Troie. Donc, bon, voilà. Donc c'est un stratagème. C'est un stratagème pour intoxiquer l'ennemi. Tout cela est bien évidemment top secret. Personne n'est au courant. On essaie de faire en sorte que ça ne filtre pas. Et même si ça filtre, peu importe, de toute façon, il faut vraiment introduire le doute dans l'esprit de l'ennemi.
Alors je précise, il y a une description dans un magazine qui s'appelle La Vie du Rail, qui date du 11 novembre 1968, donc pour le cinquantenaire de l'armistice de la guerre de 14, qui décrit ce dispositif de manière très précise, donc c'est assez vertigineux. Alors spontanément, là, j'imagine que vous devez vous dire, bon, mais c'est bien gentil d'épargner Paris, la population parisienne, les vrais Parisiens, mais il y avait des gens qui vivaient aussi dans ces zones. Alors, dans la zone A' qui nous intéresse, celle-là, il n'y a pas grand monde. Ça n'est pas du tout urbanisé comme c'est l'est maintenant. C'est la campagne française, c'est ce qu'on appelle la plaine de France. Le Bourget n'existe même pas. Roissy-Charles de Gaulle, je ne vous explique pas. Bon, Tremblay, c'est un village avec des fermes. Enfin bon, donc c'est vraiment la campagne. Herblay, c'est autre chose. Il y a à peu près 5000 habitants, mais on essaye de faire en sorte que le Faux Paris soit dans la forêt de Saint-Germain. Donc personne ne vit dans la forêt, donc on se dit qu'on épargnera quand même des vies humaines. Hein. Cela dit, ces chevaux qui tirent des loupiottes, ces faux mouvements de train, etc., il faut bien des gens pour les actionner, enfin pour les faire bouger. Et principalement, c'est un personnel féminin. On fait appel à un personnel féminin, donc vous vous doutez bien, les hommes sont sur le front, donc on fait appel aux femmes. Hein. Bon, donc 100 ans après, ça nous semble un peu effectivement vertigineux de savoir qu'on aurait pu sacrifier des femmes, parce que pour le coup, hein, c'est ces jeunes femmes qui auraient été bombardées. Bon, donc voilà, alors c'est une autre époque, bon, mais il faut bien savoir que les dégâts auraient été quand même moins considérables hein, que si c'était le vrai Paris qui avait été bombardé, mais il y aurait quand même eu des morts. Il ne faut pas non plus le perdre de vue. Donc là, on a des Phocées. Ce que vous voyez tout au fond dans le fond, là, ces espèces de tentes blanches, c'est la fosse Gare de l'Est. Alors je vais expliquer un petit peu, je vais avancer un petit peu, je vais essayer de vous la trouver. La fosse Gare de l'Est, qu'est-ce qu'on entend par là donc, celle-ci, donc, elle a été construite. Alors la difficulté, c'est de construire un... Alors on y est, voilà. Donc la difficulté, c'est de construire une gare à l'échelle 1-1. Donc là, on est dans la construction d'une gare à l'échelle 1-1. Donc vous voyez au premier plan, donc, la photo a été prise en septembre 1918. Donc ce que vous voyez au premier plan, donc, c'est les matériaux pour les charpentiers. Et ce que vous voyez dans le fond, donc, ce sont des tentes, donc des toiles translucides qui ont été tendues pour imiter les verrières. Vous savez qu'il y a 2 grandes verrières à la gare de l'Est, hein, donc c'est une gare construite en U, pour imiter les 2 verrières de la gare de l'Est. Alors, toute la complexité se trouve là, c'est-à-dire qu'il faut simuler l'éclairage d'une gare avec des trains en route, etc., mais un éclairage de blackout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous comprenez bien, ça veut dire qu'on est obligé donc, de simuler une gare illuminée, mais avec un éclairage de faible intensité. Donc on prend des toiles translucides et on met des lumières en dessous pour simuler donc, la gare de l'Est. Donc c'est vraiment toute une expérience technologique très novatrice, parce que vous imaginez, on est du côté de Tremblay, on est en pleine campagne, donc il n'y a pas d'électricité. Alors qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Je suis désolé, je vais devoir revenir en arrière. Qu'est-ce qu'on est obligé de faire pour alimenter tout ça? Eh bien, on construit un abri bétonné, un transformateur électrique. On fait venir l'électricité donc, de la capitale en banlieue pour avoir à peu près 15 000 volts pour pouvoir éclairer ce faux Paris. D'accord? Donc le blocos que vous voyez ici, il a été construit dans un champ qui est le champ de l'Orme de Morlu, donc c'est pas très loin de Roissy, l'aéroport Charles de Gaulle. Et donc il y a un bunker qui a été donc, construit, et il y avait un accord entre l'armée française et la compagnie française d'électricité pour apporter effectivement le voltage suffisant pour illuminer le faux Paris. Donc ça demande toute une infrastructure, toute une logistique, ça va pas de soi. Bon. Et on construit cette fosse Gare de l'Est, on construit aussi des faux fourneaux, je vais vous en montrer tout à l'heure, donc il y a une autre photo. Le dernier bombardement de Paris, donc de la ville de Paris, donc c'est septembre 1918 à peu près. Bon, tous les bombardements par Gotha à peu près ont fait environ 700 ou 800 morts, bon, ce qui est quand même beaucoup. La gare de l'Est donc est construite, la fausse gare de l'Est est construite. Elle n'a jamais prouvé donc son efficacité puisque donc elle était en construction.
L'armistice est célébré en novembre 1918. Et donc, le site d'Herblay n'est pas construit. On ne fera jamais rien à Herblay. On ne fera jamais rien non plus à Chelles. Et cette histoire qui était top secret sombre dans l'oubli. Voilà, les Français, les Parisiens oublient cette histoire. Jacopozzi remballe ses cartons, il plie toutes ses affaires, on n'entend plus parler. Et puis en 1921, le journal L'Illustration dévoile cette affaire aux Français. Ça a été donc une de mes grandes sources de documentaires. Et c'est comme ça, moi, c'est par le journal L'Illustration que j'ai pris connaissance de cette histoire. Et on raconte ça aux Français, mais bon, on est en 1921, on cherche à oublier la guerre, on n'y pense plus. Et puis cette histoire, voilà, a été oubliée dans les limbes de l'histoire. Enfin, voilà, donc elle a été perdue et c'est une chose qu'on a complètement oubliée. Alors moi, ça m'a intéressé à plusieurs titres. D'abord parce que le personnage dont je vous ai parlé, qui s'appelle Jacopozzi, qui a été en charge donc, d'illuminer Sopho Paris, dans les années 1920, c'est devenu un personnage important, puisque c'est lui qui a été chargé d'illuminer le vrai Paris. Alors là, ça devient vertigineux, parce que voilà quelqu'un qui a été chargé d'éclipser le vrai Paris par un éclairage de diversion guerrière, et puis qui, dans les années 20, va être en charge donc, d'illuminer tout Paris, donc l'illumination de la Tour Eiffel, les grandes avenues, les Champs-Élysées, les grands magasins, le Bon Marché, la Samaritaine, le Printemps, c'est lui, c'est Jacopozzi. Et donc on est passé d'une sorte d'éclairage de diversion à un éclairage de divertissement. Alors diversion, divertissement, si vous avez fait un peu de latin, la racine est la même. Dans les deux cas, il s'agit de divertir, il s'agit de détourner. Et bon, alors, je trouvais ça plutôt fascinant. Et ce qui m'a fasciné aussi, c'est que Jacopozzi, qu'on a surnommé le magicien de la lumière, c'est donc lui qui est le premier à avoir illuminé la Tour Eiffel. À l'occasion de la grande exposition des Arts déco de 1925, il va organiser un événement monumental. Alors là aussi, c'est quelque chose qui a marqué les Parisiens. Il va organiser donc l'embrasement de la Tour Eiffel. Donc il va à peu près installer 500 000 ampoules sur la Tour Eiffel. Je ne sais pas si vous imaginez. Et donc des ampoules qui sont installées autour de la Tour Eiffel de manière torsadée comme ça. Et il va organiser un événement, donc l'embrasement de la Tour Eiffel. Et la Tour Eiffel s'embrase. Et à la fin, donc il y a des lettres en lettres, donc des lettres lumineuses qui vont donc s'illuminer donc progressivement, et on va pouvoir lire Citroën. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a été rencontrer André Citroën, donc qui vit encore, le fondateur de la marque. Et il a réussi à le convaincre, donc de le sponsoriser pour l'événement, donc de donner de l'argent. Il lui a dit, vous imaginez, votre nom sur 80 mètres de haut, comme ça en lettres de feu. Citroën a accepté. Et c'est en quelque sorte fondateur de l'événementiel de l'époque. Et ça a absolument sidéré la population parisienne. Il faut bien comprendre que on voyait cette pub Citroën à peu près 40 à 50 km à la ronde. Facilement. Si vous alliez du côté du Mont Valérien, vous pouviez voir le nom de Citroën. Mon propre grand-père m'en a parlé. Et cette pub Citroën, le nom Citroën, est resté très longtemps sur la Tour Eiffel. Elle a été démontée en 1937. Donc à Paris, entre 1925 et 1937, la Tour Eiffel, c'était la Tour Citroën. C'était pas la Tour Eiffel, c'était la Tour Citroën. Petite anecdote, Lindbergh, l'aviateur, l'américain, quand il traverse l'Atlantique et qu'il arrive donc au-dessus de la France, il va se perdre. En arrivant en Normandie, il va se perdre et il veut atterrir au Bourget, donc il cherche à atterrir au Bourget et il va trouver un point de repère avec la Tour Citroën. Et c'est grâce à la Tour Citroën qu'il contourne Paris qu'il atterrit au Bourget. Au Bourget, pas très loin donc, de la plaine où a été construite la fosse Gare de l'Est. Donc vous voyez, il y a comme ça des échos qui sont assez fascinants. Bon. Jacopozzi va aussi
Alors oui, la tour Citroën, je ne vous raconte pas d'histoire, hein, vous allez sur n'importe quelle moteur de recherche internet, sur Google, vous tapez Tour Eiffel Citroën, vous allez dans Google Images et vous verrez plein de photos, des vieilles cartes postales, enfin bon. Donc voilà, donc c'est le père du Paris by Night, le père du Paris, la ville lumière, etc., c'est Jacopozzi. En 1931, lors de l'exposition coloniale, Jacopozzi va donc construire le pavillon d'Angkor Wat, au Cambodge, et il va l'illuminer. Et là, c'est une sorte de light show, quasiment, comme ceux qu'on voyait dans les années 60. On dirait un concert de Jean-Michel Jarre. On voit des pinceaux de lumière dans tous les côtés. C'est absolument délirant. Et Jacopozzi donc meurt en 1932, mais il était très célèbre dans ces années-là, on le surnommait le magicien de la lumière. Bon, voilà, donc c'est vraiment une figure fascinante parce que c'est moi ce qui m'attire beaucoup dans cette histoire, c'est que à chaque fois, qu'est-ce qu'on perd ? On perd le vrai Paris. Donc Paris devient un leurre. Le faux Paris pendant la guerre de 14 donc est épargné. Donc on duplique, on double la ville en banlieue avec des lumières. Et après, il éclaire le vrai Paris, mais en quelque sorte, il recouvre le vrai Paris sous la lumière, le Paris by night. Et puis effectivement, quand on vient au petit matin, de jour, ça n'a plus du tout la même allure. Mais il est le fondateur, vous savez, de toutes ces villes, Las Vegas, etc. C'est lui qui inspire toutes ces villes néons. En quelque sorte, il est à l'origine de tout ça. Et son banc d'essai, ça a été la guerre. C'est la guerre qui lui a permis de réfléchir à l'éclairage. Voilà, alors c'est assez fascinant parce que les camouflages, enfin c'est pas vraiment un camouflage, donc les duplications vont connaître une grande fortune après la guerre. Alors vous en connaissez, enfin après la Première Guerre mondiale, donc vous en connaissez quelques-uns. Donc il y a eu plusieurs projets. Il y a eu d'abord le projet Disguise California. Alors ça doit dire quelque chose à certains parmi vous. Donc en 1941. Au tout début donc, de la Seconde Guerre mondiale, les Américains avaient vraiment une hantise. Ils pensaient que les Japonais allaient envahir la côte ouest des États-Unis, la Californie. Et donc il y a un colonel qui s'appelle le colonel Parker qui a mis en place un projet qui s'appelle le projet Disguise California. Donc il a fait tendre des toiles sur toutes les usines Boeing et des toiles camouflées pour faire croire que c'était des forêts. Et il a fait construire des faux lotissements, des fausses maisons quasiment dans toute la Californie. Donc, vous voyez, ça c'est un héritage de Jacopozzi. Autre héritage intéressant, Churchill va mettre en place, après le bombardement de Coventry, qui ont été très, très durs, après 1941, il va mettre en place ce qu'on appelle les Starfish Sites. Donc les Starfish Sites, donc, ce sont des fausses villes comme ça, qui vont être créées dans l'Angleterre dans les années 40. Les Américains encore, à partir de 1943-44, vont créer dans le désert du Nevada et dans le désert du Mojave, ils vont reconstruire, mais là c'est immense, c'est à une échelle 1-1, ils vont construire sur des milliers d'hectares des quartiers entiers de Tokyo et de Berlin. Et pourquoi ? Pour faciliter les bombardements de Tokyo et de Berlin par leurs aviateurs et pour qu'il y ait des repérages beaucoup plus précis. Donc ils vont reconstruire mais vraiment des quartiers entiers, donc, mais à échelle, alors pas à Berlin ou Tokyo intégralement, mais des parties donc, de ces villes dans le désert du Nevada, et ils vont les faire survoler par leurs pilotes pour qu'ils aient des repères visuels, etc., les B-29. Bon. Donc voilà, donc, ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est que Jacopozzi va vraiment inaugurer une ère nouvelle, qui est l'ère du leurre, de la tromperie, de la duperie, de la simulation, de l'intoxication. Et c'est quelque chose qu'on va connaître jusqu'au début de la première guerre du Golfe, puisque lors de la première guerre du Golfe, Saddam Hussein va mettre en place donc, des faux chars en plastique qui vont être gonflés avec des sèche-cheveux et qui vont tromper l'armée américaine. Pourtant, on est en 1991, on a des satellites, etc. Et les Américains vont croire que, effectivement, Saddam Hussein a beaucoup plus de blindés qu'on ne le pense, alors que ce sont des baudruches, en quelque sorte. Bon, donc, 1914, c'est vraiment une césure. Là, on entre vraiment dans la guerre moderne, dans un dispositif d'intoxication qu'on va retrouver tout au long du XXe siècle. Alors voilà. Moi, je suis parti de ça, et puis, après, je me suis posé une petite question. Je me suis dit, ce qui pourrait être intéressant,
c'est de prendre les plans du Faux Paris de Jacopozzi et de le projeter sur le territoire aujourd'hui en l'an 2000. Et qu'est-ce que ça donnerait ? Donc j'ai pris des cartes IGN, j'ai regardé, je suis allé sur Google Maps, j'ai fait des repérages, et puis je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on va trouver sur le territoire ? Si on projette ces cartes-là sur le territoire, qu'est-ce que ça va donner ? Et puis après, je me suis dit, il faut que j'y aille. Alors, je me suis dit quand même que le plus intéressant, ce serait de commencer par Herblay, parce que c'était le site le plus important. Et donc, je suis parti avec un ami photographe qui s'appelle Didier Vivien. Donc, me voilà parti un dimanche matin, en plein hiver, avec Didier. On part en voiture. Donc, sur la photo de gauche, donc, c'est une capture d'écran. Donc, vous voyez la boucle, le méandre de la Seine. Donc, c'est celui de la forêt de Saint-Germain. Et on est en plein dedans. Et à droite, donc, j'ai mis le plan. J'ai retrouvé les plans de Jacopozzi. Et j'ai mis le plan donc, de Jacopozzi sur Herblay, sur la forêt de Saint-Germain, et je me suis dit, on va aller voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a à cet endroit, par curiosité. On va aller se promener. Donc sur le plan de Jacopozzi, on reconnaît la fausse gare d'Orsay, le carrousel, etc. Donc voilà. Et donc là, vous avez le plan de mon itinéraire. Alors, quand j'y suis allé, c'était une promenade, c'était une dérive. Je ne savais pas ce que j'allais trouver. Donc je me suis promené. Donc je suis parti, donc, vous voyez, de Sartrouville, Maison Lafitte. Vous suivez un petit peu. Donc base militaire, dictionnaire. Je vais expliquer. Station d'épuration. Donc là, je vais vous en parler. Vous allez comprendre. On est juste donc la station d'épuration. Donc là, il y a la Seine-Aval, il y a les pépinières d'Achères. Les fouilles archéologiques, donc vous allez voir. Ensuite, je suis remonté sur le pont, vers Conflans, puis sur Herblay. Alors, donc nous y voici, donc j'avance un peu. Donc site Maison Lafitte. Alors, donc là, vous êtes dans la forêt de Saint-Germain, juste sur la boucle. Alors, là où Jacopozzi projetait de construire une fausse gare d'Orsay, on arrive, on garde la voiture, on se promène, on voit des pancartes, on voit des barricades, etc. On voit des fils de fer barbelés. On se promène, on regarde, on se rend compte en fait qu'on est sur un site militaire. Voilà. Donc il y a des projecteurs, il y a des barrières, il y a des caméras de vidéosurveillance, oulala. Et en fait, il y a une caserne, donc tout simplement. Donc en pleine forêt de Saint-Germain-en-Laye, il y a une caserne. Et cette caserne, elle s'appelle alors, on doit la voir, non, je ne sais plus, il y a un endroit où c'est écrit. Elle s'appelle la caserne Gallieni. Bon. Alors, premier hasard, Gallieni, c'est le général qui a été en charge de la défense de Paris en 1914. Vous voyez, l'affaire des taxis de la Marne, c'est lui qui a réuni les taxis à Tremblay. Bon. Donc voilà, donc, on était surpris, on est rattrapé par l'élément militaire. Donc il y avait une caserne, on est un peu étonné, donc on poursuit. Alors, on fait tout ça à pied, on marche. Et puis donc on est toujours du côté donc, de Maison Lafitte, donc j'avance un petit peu. Donc vous voyez, vous avez l'incrustation, donc vous avez le plan donc, de Jacopozzi, juste en dessous, et là où il y a le point rouge, on marche avec Didier. Alors pour répondre à votre question, monsieur, on voit donc d'un seul coup dans un chemin creux, un fossé, un élément tout noir, on se demande ce que c'est, on s'approche, et puis on voit un dictionnaire, enfin un vieux livre, tout abîmé, mouillé, complètement imbibé d'eau. Bon, je me penche, je regarde. Donc je prends le dictionnaire et puis je me rends compte que c'est un très très vieux dictionnaire. Ça se voit à la graphie, les F qui ressemblent à des S. Donc je me dis, donc si des F qui ressemblent à des S, donc c'est une convention typographique qui date de 1710, donc ça doit être un très très vieux livre. Et en fait, c'est un dictionnaire donc, économique donc, d'un monsieur qui s'appelle Chaumel, qui était proche du jardinier de Louis XIV. Et c'est un très très vieux livre. Quand je suis rentré chez moi, j'ai fait une recherche sur Internet, et je l'ai vu aux enchères sur eBay. C'est un livre qui coûte dans les 1500 €, et je l'ai trouvé comme ça en forêt de Saint-Germain. Voilà. Trop beau pour être vrai, personne ne me croit, mais je l'ai gardé, ce dictionnaire. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est que ce dictionnaire était ouvert à une page très précise, à cette page-là. Et qu'est-ce que vous lisez ? Vous lisez artifice, artillerie,
artimon, artique, artisan, artiste. Donc là, ça devient vertigineux parce que donc on a artillerie, artiste, donc bon, et pile poil, le dictionnaire on le trouve pile poil à l'endroit où Jacopozzi voulait créer le carrousel du Louvre, pile poil. Donc voilà, alors on le voit beaucoup mieux ici, hein, donc c'est le supplément, dictionnaire économique pour augmenter son bien et conserver sa santé. Donc c'est un très très vieil objet qu'on a conservé précieusement. Donc voilà, donc l'idée, c'était de projeter les plans de Jacopozzi sur le territoire moderne, puis de voir ce qui allait en être. Donc de voir des collusions déconcertantes, des correspondances un peu poétiques, incongrues, fantastiques. Hein. L'idée, c'était de se promener, d'aller dans le territoire. Et donc on a découvert ce dictionnaire. Ensuite, on continue à se promener, et puis on est rattrapé encore par la guerre, parce qu'on est dans un ancien champ de tir. Bon, on se promène, on commence à marcher. Donc ça, c'est le champ où on a trouvé le dictionnaire. Donc on arrive donc du côté de la station d'épuration. Vous connaissez tous, vous reconnaissez l'hippodrome, puisque je pense que vous êtes tous herblésiens. Et on se promène. Alors, dans la forêt, il y a des pancartes. Ce que vous voyez là, c'est le radome de la station d'épuration d'Herblay. On a l'impression d'être dans un vrai film de science-fiction. Hein. Quand on se promène dans ce coin-là, on a l'impression d'être dans Cosmos 999, on s'est demandé ce que c'était. Et puis on marche, et puis on voit des dalles comme ça, à un moment donné, en cherchant, on continue à marcher, et puis on est pas loin de la station donc, de la Seine-Navale, et on est tombé sur un chantier de fouilles. Bon, donc on s'est demandé ce que c'était. Et puis, donc juste à côté de la Seine-Navale, hein, donc si on marche un peu, donc vous voyez toutes les photos, là on est en pleine archéologie, alors vous voyez donc le plan du Faux Paris, donc à peu près là où Jacopozzi voulait construire sa fausse tour Eiffel, on a un chantier de fouilles, et en fait, donc je me suis renseigné après coup, il y avait un fort, à l'époque de Louis XIV, à l'époque de Vauban, pour être très précis, juste là. Et donc il y avait un immense fort qui pouvait à peu près recevoir 14 000 soldats. Et donc il y a des fouilles en ce moment sur cet ancien fort. Donc là, encore une fois, on est rattrapé par le motif militaire. Donc les fouilles, elles sont encore en cours. Hein. Donc vous avez des bâches des excavatrices hein, qui sont juste là. Donc voilà. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller... De faire comme ça une sorte de dérive à l'intérieur du territoire et de voir effectivement des choses qui surprennent, auxquelles on ne s'attend pas. Hein, donc c'est une longue promenade hein, donc, dans la forêt de Saint-Germain. Et puis après, donc, on voulait aller sur le pont Alexandre III que voulait aussi imiter notre ami Jacopozzi. Et puis on voulait voir donc, le fameux pont sur la boucle. Donc on y est allé et qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on voit dans le fond, c'est Conflans-Sainte-Honorine. Bon, pour ceux qui connaissent, donc ça va être le clocher de l'église de Conflans-Sainte-Honorine, oui, c'est ça. Et donc là, on est sur la passerelle qui enjambe le méandre dont je parlais tout à l'heure, donc de la boucle, hein, sur laquelle donc, on voulait construire ce Faux Paris. Donc on se promène, là on est à Herblay, et donc vous reconnaissez donc tout au fond la Défense, et on doit voir la Tour Eiffel à gauche. Oui, c'est la Tour Eiffel qu'on voit, oui. Donc voilà. Donc, première promenade, alors bien sûr, hein, comme il n'y avait aucune trace, on savait très bien hein, que le Faux Paris n'avait pas été construit là, on savait très bien qu'il n'y avait aucune trace, hein, mais l'idée c'était d'aller se promener, de voir un peu ce qui s'y passait, et puis donc d'être surpris, toujours d'être dans une attitude d'attente par rapport au réel, hein, d'être à l'affût du moindre signe. Hein. Bon, donc on savait qu'on ne trouverait rien, mais bon, on était très contents, on avait trouvé ce dictionnaire, on avait trouvé des choses intéressantes, et puis on s'est dit, bon, maintenant on va être un peu plus sérieux, on va aller à Gonesse, donc on reprend la voiture, hein, donc, et on va aller donc, là où on a cherché à construire le vrai Paris, le Faux Paris, pardon, donc la fausse gare de l'Est. Alors, donc ça c'est une capture Google Earth d'écran, donc vous avez l'autoroute A1, la zone commerciale, alors Baltrap, Concorde, je vais expliquer tout ça, ouvrage de Lampe de Morlu. Alors, toute cette partie, hein, donc la plaine, elle s'appelle donc la plaine de l'Orme de Morlu. Et c'est là qu'avait été construit, vous voyez, les photos que je vous ai montrées tout à l'heure, avec les toiles qui sont tendues, avec les foquets, c'est là qu'avait été construite la fausse gare de l'Est. Et c'est là aussi qu'il y avait le transformateur
électrique, le bunker, que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, on s'était dit, bon, on va peut-être pas trouver les toiles sous les charpentes de bois, mais peut-être qu'on va retrouver le bunker. Bon. Et donc, on avait repéré cette tâche, là, vous voyez, où c'est écrit l'orme de Morlu, on avait repéré cette tâche sur Google Earth, on s'était demandé ce que c'était, en plein champ, comme ça, et donc, nous voilà partis, donc là, quelques jours plus tard, il pleuvait ce jour-là, et vous voyez, donc, tout au bout, là, donc, il y a un champ, et puis il y a cette petite... voilà, ces petits arbres. Alors, on s'était demandé ce qu'on allait trouver. Est-ce qu'on va trouver des squats? Est-ce qu'on va trouver, je sais pas, des roms? Enfin bon, parce qu'on avait vu sur Google Earth qu'il y avait des voitures. Alors, pour être très précis, pour ceux qui connaissent, donc on est juste à côté de l'autoroute A3 et de l'autoroute A1, dès qu'on est juste à côté de la zone commerciale de Paris-Nord, donc c'est là où il y a Ikea, etc. Bon. Et là où il y a Ikea, donc c'est là où il y avait donc notre fosse Gare de l'Est. Vous voyez, donc la collusion. Bon, donc on est juste dedans. Donc, Castorama. On arrive donc dans l'endroit qui s'appelle donc l'Orme de Morlu, et puis on tombe sur cette cabane en bois. Donc on se demande ce que c'est. On arrive, on trouve un plot de signalisation, on se demande vraiment où on est, on avance, on trouve une cartouche, c'est écrit dessus Cybergun, on commence à s'inquiéter, on trouve un bunker avec un casier qui a dû être piqué vraisemblablement à Ikea, qui est de l'autre côté, un bunker, donc vous voyez les tiges filetées en béton armé, donc c'est un blocos. Et puis donc une autre cabane en bois, une grenade, une smoke grenade. Et en fait, on cherche bien, on voit une cible, et en fait, on est sur un terrain de paintball. Alors je sais pas, bon, pour moi je ne pratique pas le paintball, mais pour les jeunes, alors qu'est-ce que c'est que des terrains de paintball? Vous savez, c'est des terrains d'entraînement pour les jeunes dans lesquels ils s'entraînent, ils jouent à la guerre. Ils se tirent dessus avec des fusils, avec de la peinture, et puis bon voilà. Donc en fait, alors c'est des choses qui sont très encadrées, c'est très tout cela est très encadré par la loi, mais là c'est un terrain de paintball clandestin. Donc c'est une zone périurbaine qui a été investie par des gens et puis ils s'amusent à la guerre. Alors là c'est vertigineux. Pourquoi c'est vertigineux? Parce qu'on est dans un endroit où a été construite la fosse Gare de l'Est il y a un peu moins de 100 ans, en 1917, donc où on a construit un simulacre. Et qu'est-ce qu'on fait là? On joue à la guerre, on simule la guerre. Donc on va du simulacre à la simulation. Alors là, bon, non, on n'en jetait plus. Après le dictionnaire, on était bon. Alors bon, on était un peu surpris, mais un peu content quand même. Mais on était déçus de ne pas trouver notre transformateur électrique. Et puis on s'est demandé si c'était pas ça, si c'était ce bunker. Donc on a cherché, donc on s'est promené, on a tourné autour du bunker. Bon, donc on a trouvé des armes à feu. Et puis on est rentré dans le bunker. Donc ça c'est l'entrée du bunker. Donc là c'est la porte. Et là vous rentrez dedans et la chambre donc du bunker. Donc c'est un blocos. Donc voilà. Et donc vous voyez le blocos très précisément. Alors je vais revenir en arrière parce que entre temps donc j'ai retrouvé les plans du bunker. Alors, ce que vous voyez à droite, c'est une photo, une vue aérienne qui a été prise en 1959. Celle qui est en dessous a été prise en 1961. À gauche, vous avez des plans que j'ai retrouvés dans un très vieux livre, extrait de l'Orme de Morlu. Alors, qu'est-ce que c'était que l'Orme de Morlu? Donc, j'ai parlé de Gallieni tout à l'heure. En 1914, au moment de l'affaire des taxis de la Marne, donc Gallieni a construit dans l'urgence un certain nombre de forts qu'on a appelés les ouvrages du moment. Alors ce ne sont pas des forts, ce sont des ouvrages, des petits ouvrages d'infanterie tout autour de Paris, pour la défense de Paris. Et ce que vous voyez là donc, au milieu, donc, c'est la chambre des officiers, et donc c'est un bunker. Alors tout au début, on pensait que c'était l'abri en béton armé du transformateur électrique, et en fait non. Mais ça restait lié à la guerre de 14, c'était un bunker, c'était un blocos qui était lié à la guerre de 14, j'ai retrouvé les plans. Et donc tout autour de ce bunker, eh bien, c'est devenu une zone d'entraînement, de flashball, de paintball, où il y a des gens qui jouent à la guerre en quelque sorte. Donc en fait, la porte d'entrée est là, et ce qu'on voit là, c'est la chambre des officiers. Voilà. Alors évidemment, donc c'est un lieu où les gens se retrouvent, ils entassent des trucs. Bon. Alors ça ne rigole pas. Donc là, je ne sais pas si on voit bien. Ouais. Donc ça, c'est le Faux Saint-Denis, donc toujours
Donc on prend, je suis avec les cartes à chaque fois, hein, je me déplace avec les cartes du Faux Paris. Et donc vous voyez ce que vous voyez donc juste à droite du plan, donc cette petite touffe d'arbres là, donc c'est la zone de paintball, hein, que vous voyez très bien quand vous êtes sur l'autoroute. Vous avez sur votre droite Ikea, Paris Nord, Casto, Usine Center, et à votre gauche vous avez ce terrain de paintball. Et vous avez vu, hein, ils ont construit des choses, c'est très sérieux. Ils prennent la guerre très au sérieux, donc ils ont un quartier général, hein, donc voilà. Ils ont des boucliers, hein, donc ils s'amusent, hein, donc ils prennent la guerre au sérieux. Ils ont des cartouches de flashball. Il n'y avait personne ce jour-là. On était en plein mois de décembre, il pleuvait. Bon, heureusement, dans ce genre d'endroit, parfois, on peut faire de mauvaises rencontres. Donc voilà, donc ça, c'est leur endroit. Alors, ce qui est amusant, c'est que, bon, moi, je ne suis pas du tout la partie, mais Call of Duty, il paraît que c'est un jeu vidéo. Donc, vous voyez, en fait, cet endroit, c'est un immense jeu vidéo à ciel ouvert, en quelque sorte. Donc la guerre comme jeu vidéo, comme simulacre, encore une fois. Hein. Donc vous voyez, on se pose quand même des questions. Il y a des cartouches qui sont dans des sachets de la Banque de France, des paquets de Marlboro, des ballons de football, des cibles un peu partout aussi. Je pense qu'ils ne doivent pas simplement que s'entraîner avec de la peinture quand vous voyez ce genre de photos. Hein. Bon, donc le lieu était complètement désert, hein, donc je vous rassure, j'irai pas là-bas me promener en plein printemps. Donc voilà, hein, donc, vous voyez, donc on essaie de créer des correspondances, des circulations, toujours donc des photos, des armes, etc., qu'on a trouvé un peu partout. Donc voilà, donc là où on avait donc créé des foquets, ben, qu'est-ce qu'on trouve? Des cabanes. Donc vous voyez, des espèces de correspondances comme ça qui sont, comment dirais-je, formelles. Dans ce genre d'endroit, on trouve des bouteilles de vodka, enfin, ce genre de choses, c'est classique. Hein. Des sacs, enfin bon, donc c'est un drôle de lieu. Hein, je peux vous assurer que donc des cabanes, hein, pour reconstituer des combats. J'ai fait un petit tour sur YouTube en rentrant chez moi, puis j'ai tapé terrain de paintball homme de Morlu, puis j'ai vu des films hein, où effectivement ils jouent de manière très sérieuse à la guerre et ils sont en terrain de tenue de camouflage et ça ne rigole pas. Donc voilà, donc vous voyez, c'est une espèce de non-lieu qui a été investi. Bon. Alors évidemment, on est tombé dans un immense fût sur une grande ampoule. Alors évidemment, on pense à notre Jacopozzi qui a voulu éclairer le Faux Paris. Je pense que c'est une ampoule d'un lampadaire d'autoroute, hein, donc, qui a été volée. Bon voilà, alors... Donc vous voyez, on est dans une démarche poétique. Hein, l'ampoule, la lumière, Jacopozzi, voilà, ça nous amuse beaucoup. Donc voilà, donc on est toujours, donc vous voyez, l'ouvrage de l'homme de Morlu, hein, donc ici, bon, je vais passer rapidement, des paraboles camouflées, je pense qu'ils ne tirent pas simplement la peinture, ils ont aussi des pistolets à billes, parce que par terre il y a des billes, vous voyez, bon, alors le classique, ça c'est classique, McDo, hein. Voilà, donc ça c'est la partie donc, du bunker dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, donc on voit bien, hein, donc c'était un fort, hein, donc voilà, donc bon, donc c'est assez vertigineux. Donc on quitte l'endroit, vous voyez, il faisait pas beau, on repart sur le chemin, et puis dans le champ, on tombe là-dessus. Et un morceau de béton, comme ça, en plein champ. Alors voilà, alors on a décidé que c'était le morceau de l'abri du transformateur électrique. On s'est dit, voilà, c'est ça, il faut qu'on ait quelque chose, il faut qu'on ait un reste du Faux Paris. Voilà. On est dans le fantasme, hein, bon... donc on passe la passerelle, donc là vous êtes au-dessus de la 3 et de la 1, donc vous avez Ikea juste à côté. Bon, il y a beaucoup de déchets hein, qui traînent dans ces coins-là, donc là on est juste au-dessus de l'autoroute. Donc on passe, on repasse au-dessus de l'autoroute, il faisait vraiment pas beau ce jour-là, il pleuvait, il neigeait même. Donc on passe et on arrive donc dans le champ. Il faut savoir aussi que toute la matinée on a traîné sur ces lieux, donc les nuages étaient très bas, on entendait les avions qui passaient, on est juste à côté de Roissy. Et on comprend que donc, dans cette partie du champ où a été construite la fosse Gare de l'Est, on est dans le champ où s'est craché le Concorde. Donc on va du côté de Gonesse, donc il y a une stèle commémorative. Le Concorde, donc on est rattrapé par le motif de l'aviation. Le Concorde qui était, quand il s'est craché, occupé par des passagers allemands. Donc il y a une sorte de hasard morbide de l'histoire. Hein.
Alors, j'ai intercalé plusieurs photos. Ce que vous voyez là, donc, ce sont des faux hauts fourneaux. Alors, plus précisément, donc, juste à côté de la gare de l'Est, on avait construit une fausse usine dans laquelle on comptait simuler des foyers incandescents de faux hauts fourneaux. Donc voilà, donc là aussi, c'est une image, une photographie d'époque qui a été prise en septembre 1918. Et donc voilà, donc juste là, c'est le Concorde, le lieu où s'est craché donc le Concorde. Donc vous voyez, donc juste à côté en fait, donc dans le même champ. Voilà. Donc c'était pour superposer, et puis donc il reste rien, donc il y a simplement cette stèle qui est assez poignante puisque en fait, on est en plein champ, on est perdu dans un non-lieu entre des autoroutes, juste à côté d'un petit hôtel, qui est celui-là. Et il y a encore quelques déchets du Concorde qui sont dans les champs. Voilà, donc quand on va se promener de ce coin-là. Alors bien évidemment, il y a aussi des gens qui se promènent, qui font des barbecues, j'imagine, dans ces endroits. Voilà, donc là, on s'approche de l'hôtel, c'est là où il y a la stèle, et puis le champ, juste à côté. Voilà, donc on tourne tout autour de l'hôtel. Voilà, donc relais bleu. Et puis on continue à marcher, et puis on arrive donc à côté d'un centre d'entretien de poids lourds et de véhicules et d'autobus, et on tombe sur, vous savez, ces autobus impériales qui sillonnent la capitale. Et qu'est-ce qu'on a? Découvrez le site de Paris, donc qu'est-ce qu'on a? Le Trocadéro, la Tour Eiffel, etc. Donc le Paris by Night, inauguré par Jacopo Pozzi. Alors là aussi c'est vertigineux, on est rattrapé par ce qu'André Breton appelait des hasards objectifs, vous voyez, des choses un peu... il y a une espèce, si vous voulez, il y a une espèce d'ironie du territoire. Alors après, on y projette ce qu'on a envie d'y projeter, bien sûr, mais voilà. Et même chose, donc, sur le site donc, de Gonesse, il y a un baltrap. On entendait des bruits, et puis donc on est arrivé. Et sur Google Maps, j'avais vu en fait que le terrain était tout orange, et je m'étais posé un peu la question, je m'étais demandé ce que c'était. Et en fait, donc, ce sont les disques en argile orange qui sont lancés, sur lesquels tirent les gens qui s'entraînent. Donc ils ont des ordres, ils peuvent tirer seulement à certains intervalles. Donc juste au côté, donc là aussi, on s'entraîne à tirer. Donc alors pas à jouer à la guerre, mais on est encore dans une forme d'entraînement de quelque chose encore dans une forme de simulation. Donc ça, c'est le site du baltrap de Gonesse. Donc vous voyez, donc ça, ce sont les robots lanceurs des petites assiettes d'argile dont je vous ai parlé. Et puis donc en fait, voilà, on le voit très bien. Donc ça, c'est le lanceur, et il lance l'assiette d'argile, et les gens tirent dessus. Et ce que vous voyez tout au fond, ce sont les milliers de débris des assiettes d'argile qui sont lancées. Donc on est vraiment dans un drôle d'endroit. Donc il y a un terrain de paintball, donc on joue à la guerre, un baltrap, la zone commerciale, Ikea, la zone où s'est craché le Concorde. Bon, c'est un drôle d'endroit. C'est très étrange. Donc voilà. Donc là encore un robot. Et puis ensuite on a décidé d'aller se promener donc du côté de la zone commerciale. Donc là, on refranchit l'autoroute, oui, absolument. Et il y a, parce qu'en passant, on avait vu des vestiges non identifiés, on s'était demandé ce que c'était, on s'est dit non, ça ne peut pas être le transformateur électrique, parce que le transformateur électrique, on sait qu'il est de l'autre côté de l'autoroute, qu'il est dans la plaine de l'Orme de Morluis. On savait exactement où il était. Bon, donc, mais ce vestige nous a quand même intrigués, donc on revient sur nos pas, on marche beaucoup, et puis on va voir en fait ce vestige, il en reste plus grand-chose, comme vous le voyez, donc c'est quand même un lieu complètement à l'abandon. Et en fait, j'ai fait des recherches, et c'est encore un ouvrage, un fort, ce dont je vous ai parlé. Celui-là, c'est le fort de Tremblay, qui a été construit par Gallieni pour la défense de Paris. Mais il est dans un beaucoup moins bon état que l'autre. Et celui-ci, je n'ai pas trouvé de plan. Donc j'ai cherché, j'ai fait des archives, j'ai rien trouvé, mais c'était encore un fort qui a été construit par Gallieni pour la défense de Paris. Alors ce fort, il se trouve juste à côté d'une commune qui s'appelle Tremblay en France, donc dans la Seine-Saint-Denis, où on est allé aussi se promener. Alors là, c'était le soir, il faisait déjà un peu plus beau. Alors une drôle de commune, parce que bon, vous voyez, il y a des petites ruelles qui sont pavées, on se promène, et quand on se promène dans cet endroit, par moments, on pourrait... Bon, moi, je suis un homme du Nord, je suis originaire de Lille, on pourrait se trouver dans les Flandres.
sans problème. On pourrait se trouver, oui, du côté de Dunkerque. Et en fait, vous voyez, ce genre d'endroit, on ne pense pas qu'on est juste à côté. On est juste à côté des Roissy, hein, au pied des pistes. Hein. Les avions passent au-dessus, alors on pourrait être à la campagne. Hein. Et donc c'est un drôle d'endroit parce que dans le dos de cette photo-là, il y a un lotissement avec des maisons très modernes. On pourrait se trouver dans une banlieue américaine. Donc, vous voyez, il y a ça. Juste à côté, donc, il y a la ferme avec les petites ruelles avec les pavés. Et puis, il y a le bunker qui est complètement à l'abandon. Et puis, donc, il y a la zone commerciale, hein, Sun City. Voilà, évidemment. Et puis, il y a les avions qui passent juste au-dessus de vous, hein, parce qu'ils décollent, ils sont très bas. Hein. Les avions, toujours l'aviation. Donc voilà, alors l'idée, c'était vraiment... c'était de voir un petit peu ce qui pouvait se passer. Hein. C'était de partir du territoire, en quelque sorte, de dézoomer. Hein. Vous voyez, quand vous allez sur Google Maps, et que vous appuyez sur plus ou moins, sur la loupe, hein, et de dézoomer... Et de faire un livre. Donc le livre donc, est à la fois, c'est un dézoomage à la fois historique et temporel, puisque je suis parti de cette petite anecdote historique. J'en ai fait une sorte d'arpentage spatial. On s'est promené dans l'espace, et aussi une sorte de réflexion historique, puisque je réfléchis aussi sur le leurre, hein, de la guerre de 14 jusqu'à la guerre d'Irak. Hein. Après, il y a une autre partie dans le livre qui est beaucoup plus polémique, en quelque sorte. Donc c'est la dernière partie du livre, hein, dans lequel je dis qu'aujourd'hui Paris est vraiment à l'heure et qu'on n'aurait plus besoin de construire un faux Paris aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien parce que Paris est devenu son propre reflet. Paris est complètement muséifié. Paris est une ville qui est plutôt maintenant réservée aux touristes et aux bobos. Hein. À 8 500 € du mètre carré, les gens ne peuvent plus y vivre, ils sont chassés. Donc Paris est devenu une sorte de ville-théâtre. Alors là, j'engage une réflexion un peu plus polémique. Hein. Voilà, donc, et je dis en fait que la boucle est bouclée, que Paris est un leurre jusqu'au bout, en quelque sorte. Voilà. C'est la dernière partie du livre, elle est, on va dire, un peu plus polémique. Hein. Mais moi, ce qui m'a intéressé, vous avez bien compris, hein, donc dans les deux cas, c'est le réel, hein, et sa reproduction. Hein. Et de croiser les deux éléments. Alors qu'est-ce que c'est que le réel, qu'est-ce que c'est que la reproduction, qu'est-ce que c'est qu'un simulacre, qu'est-ce que c'est que le faux, hein. Et j'avais vraiment envie d'ancrer la réflexion dans un territoire charnel. Pour moi, ça aurait eu aucun sens d'écrire un livre sur Paris sans venir me déplacer à Herblay ou à Gonesse. Il fallait que je voie ce qu'il y a sur place. Hein. J'ai même téléphoné à la mairie de Maison Lafitte, j'ai pris contact avec le service cadastral de Maison Lafitte pour savoir s'ils avaient des traces de ce faux Paris, donc ils n'avaient rien, donc j'étais très déçu. Je voulais voir pas à quoi ressemblait Herblay ou Tremblay-les-Gonesse en 1914, hein, mais je voulais vraiment me faire une petite idée, hein, savoir mais comment ce projet un peu fou aurait pu s'incarner, devenir tangible dans le territoire. Et j'ai une autre obsession, j'aurais beaucoup aimé savoir à quoi ça aurait ressemblé si on avait mené le projet jusqu'au bout. Ça m'aurait vraiment passionné. Et j'aurais aussi aimé savoir si ce projet aurait pu, si cette réalisation aurait pu avoir une quelconque efficacité. Est-ce que ça aurait pu vraiment tromper l'ennemi, hein ? Et ce qui m'aurait bien sûr aussi intéressé, c'est qu'évidemment, si ce projet ensuite avait été en déshérence, c'est de visiter les ruines, hein, de cette ville fantôme, en quelque sorte. Hein. Donc en fait, au total de ce projet, en fait, je n'ai rien trouvé. Vous avez bien compris que c'est un peu décevant. Je n'ai rien trouvé. Je n'ai trouvé que des documentaires d'archives, des plans, des photos. Bon. Mais il ne s'est jamais matérialisé. Il s'est un peu matérialisé dans le nord-est de Paris. Il ne s'est jamais concrétisé. Hein, et il est resté à l'état de projet fou. En revanche, le Paris de Jacopozzi, c'est celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est celui de la Ville Lumière. Hein. En revanche, celui-ci s'est bien matérialisé. Mais ce Paris de Jacopozzi aurait été impossible s'il n'y avait pas eu d'abord avant le faux Paris. Vous voyez ? Ce qui m'intéresse, c'est que le faux est la matrice du vrai, en quelque sorte. Et à un moment donné, on ne sait plus quel est le vrai, quelle est la représentation, quelle est la vérité, etc. Et ça devient assez vertigineux. Donc voilà. Donc c'est à la fois un livre historique,
mais aussi poétique. Hein. Dans ma démarche, il y a quelque chose, j'ai une démarche d'écrivain, j'ai un rapport au réel qui est aussi poétique. Voilà, j'en ai terminé.